Vous êtes branchés sur Movies, l'instant cinéma, où l'on cause de films à voir exclusivement en salle. Émission disponible gratuitement en podcast dans le monde entier, préparée et animée par notre technicien chroniqueur Patrick Servel. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Hervé qui choisit les musiques en plus de nous parler de cinéma. Alors, les films aimés, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Non, pas du tout, on n'en parle pas. Un petit peu. Par vos deux serviteurs aujourd'hui. D'abord, Monsieur Aznavour. Viens voir le comédien, oui, qui est désormais au box-office en haut de l'affiche et qui ne plaît cependant pas à tout le monde, en tout cas pas trop à moi. Le juré numéro 2, ou juré numéro 2, nouvel opus de Clint Eastwood, le dernier. Le duo Gilles Perret-François Ruffin frappe à nouveau avec un plaidoyer donnant la parole aux oubliés, voire aux méprisés de la société dans leur documentaire qui s'intitule Au boulot. The Substance, une relecture pop trash gore du portrait de Dorian Gray, truffé de références cinématographiques. Patrick, on peut résumer d'une manière un peu sibylline et sans doute pas compréhensible pour nos jeunes auditeurs. Véronique et Davina finissent très mal. Et à l'affiche dans une semaine et vue en avant-première pour nos auditeurs chéris, d'abord une part manquante, où un père désemparé incarné par Romain Duris cherche sa fille dans Tokyo, et ensuite La Vallée des Fous, un Vendée Globe un peu particulier dont Patrick nous dira tout, ou du moins tout ce qu'il en a pensé. Et si on mixe tous les titres, je vois que Patrick hausse les sourcils, ça nous donne un seul film. C'est un thriller judiciaire qu'on peut résumer comme ça. En substance, Monsieur Aznavour, juré numéro 2 au procès dit de La Vallée des Fous, note une part manquante au dossier et se met au boulot pour éclaircir le mystère. Et pour terminer l'émission, ou en bonus, si ça ne tient pas, c'est souvent le cas, nos traditionnelles vignettes festival, un programme chargé qu'on va commencer tout de suite, qu'on va entamer avec quoi, Patrick ? Avec Au boulot. Jeudi dernier, Hervé et moi, nous étions au restaurant et nous avons commandé un beau croque-madame. Là, vous allez bien où il va là, de quoi il veut nous parler. À la truffe. Oui, on s'est trompé d'émission, de quoi ça y est, Movies ne s'occupe maintenant de cuisine. Non, on parle bien cinéma. On sortait en fait de l'avant-première du film Au boulot, film dans lequel une influenceuse, alors politico, chronico, merdico, facho, j'ai plus rien qui se termine en haut, nous annonçait qu'au Plaza Athénée, le croque-monsieur qu'elle avait commandé était annoncé sur le menu au prix modique de 54 € TTC. Heureusement, le nôtre, bien qu'aussi il avait un pouillème, je dis bien un pouillème de truffes, était quand même à moins de 15 €. Le film, c'est Au boulot. Alors, film double signature, François Ruffin, Gilles Perret. C'est pas leur première collaboration. La dernière, souvenez-vous, c'était Debout les femmes. Alors là, Ruffin est parti d'un défi. Il participait à une émission, là, vous savez, ces émissions, on retrouve des personnes qui parlent de choses qu'elles ne connaissent pas, mais qui en parlent très bien et souvent avec beaucoup de virulence. Et là, on retrouve des chroniqueurs, c'est ça. Oui, je sais pas comment on peut les appeler, ces gens qui servent à rien. Et là, on avait une certaine, je le connaissais pas du tout, Sarah Saldman, qui vociférait, parce que c'est vraiment le mot.
Elle disait grosso modo que vivre avec un SMIC à 1300 €, c'était largement suffisant. Et elle ne s'arrêtait pas là, puisqu'elle ajoutait que les gens se plaignent de tout, et le pire pour elle, c'était la catégorie de celles qu'on appelle les feignasses, celles qui vivent assistées avec l'argent des contribuables. Le mot que j'ai prononcé, c'est un mot qu'elle utilise dans l'extrait que l'on a vu. À ces mots, vous imaginez bien que Ruffin réagit, et bien elle lui propose tout simplement d'aller vivre elle-même avec 1300 € pendant il lui propose pendant 3 mois. Vous imaginez bien que là, elle va se défiler rapidement pour finalement quand même, elle accepte le rendez-vous pour une semaine. Alors le rendez-vous, Ruffin va lui faire endosser un véritable ciré, le ciré que portent les ouvrières qui travaillent dans l'atmosphère glaciale, celle des usines où on vide les poissons, où après on va les fumer, et là donc elle va vivre ces moments-là. Elle suivra aussi un livreur, et c'est là qu'on apprend que le livreur doit dans sa journée faire plus d'une centaine de colis, si bien que pour chaque colis, il a à peu près 1 minute 30 à accorder. La journée, le programme se terminera par la journée d'une aide ménagère, où là, elle devra partiellement faire une toilette à une personne âgée. Ça, c'est vraiment dans la première partie. Donc là, elle va rencontrer ceux qui travaillent. Et ensuite, on va avoir une deuxième partie. Elle va rencontrer des gens qui sont au secours populaire, où là, on va pouvoir voir, par exemple, une famille qui, sans véritable qualification, ou peut-être déjà trop âgée, plus de 45 ans, se retrouve là à demander l'aide du secours populaire pour pouvoir tout simplement manger. Alors, avec cette expérience, est-ce que la vision des choses de cette chroniqueuse changera ? Bon, c'est vous qui le verrez en allant voir ce film. Alors, le défi, en fait, et nous montrer cette chroniqueuse n'est finalement qu'un prétexte, un moyen, en fait, de donner la parole à ceux qui, justement, n'ont pas droit à cette parole et doivent vraiment supporter à longueur de C8, CNews, c'est de la merde, je pourrais dire aussi, tous ces C qui émènent quand même d'une chaîne, il faudra quand même s'en souvenir, à l'origine, c'était quand même Canal+. Donc là, on a tous ces oubliés, tous ces oubliés du système qui vont pouvoir... En restant dans une dignité extrême, sans élever le ton, vont pouvoir s'exprimer. Et comme le dit très justement Ruffin, d'avoir mis cet élément, cette chroniqueuse, justement, ça leur permet de libérer une parole plus facilement que s'il n'y avait eu que François Ruffin, qui, par définition, entre guillemets, est du côté de ces oubliés. Alors, d'un point de vue cinéma, pour arriver à récolter, voilà, je cherchais le mot, toutes ces paroles, Ruffin et Gilles Perret travaillent sans véritable préparation, c'est-à-dire, ils arrivent, ils filment, ils prennent tout, avec une équipe réduite, vraiment au maximum, puisque la plupart du temps, ils ne sont que tous les deux, sauf parfois quand il y a un peu plus de monde, là on rajoute un ingénieur du son avec une perche. Il y a une chose que j'ai trouvé très intéressante que disait Ruffin, c'est que finalement il arrive mieux à percevoir la réalité lorsqu'il la filme. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. La caméra nous donne une vision beaucoup plus intéressante des choses que si on a vraiment les yeux grands ouverts et qu'on reste purement dans le direct. Alors c'est un film qui est plein d'empathie, un film qui montre la réalité de ces gens qui... souvenons-nous quand même, lors du Covid, étaient ceux qu'on appelait de la première ligne, mais on s'est bien rendu compte au fil du temps que l'intérêt porté sur eux s'est très vite estompé. C'est un film politique, forcément, mais c'est un vrai film aussi de cinéma. Il y a des ressorts comiques, il y a des ressorts qui touchent à l'émotion. On espère que ce film sortira finalement
dans des grands circuits et pas forcément uniquement dans les salles dites plutôt arrêt-essai. Ça m'étonnerait, ça. Bon, je sais pas, j'ai pas encore vu s'il est... Il nous a quand même dit, Ruffin, que ses précédents films n'ont pas eu des grandes distributions comme ça et n'ont pas été achetés par les télévisions. C'est ce que j'allais rajouter. Le problème, et ça il l'a dit à plusieurs fois, les problèmes, ce sont les chaînes de télé et les plateformes qui restent absentes côté diffusion. On peut toujours espérer que cela pourrait changer. Alors, à la fin de certains films, vous savez, est indiqué « Aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage de ce film ». Là, on peut dire aucun riche, finalement, n'a été maltraité pendant le tournage. Au boulot, c'est un film de François Ruffin et Gilles Perret. Il sort le 6 novembre. Ouais, mercredi dernier. Alors, quand j'ai vu le mécanisme du documentaire se mettre en place, c'est-à-dire suivre avec une caméra l'immersion d'une outrageusement réac Marie Chantal, chroniqueuse sur CNews dans différentes strates du prolétariat, coaché par Ruffin, moi j'ai eu un peu peur, mais finalement ce personnage caricatural peu intéressant, il s'avère, tu l'as dit, révélateur de paroles dans les différents milieux traversés. Il y a dans la liste que tu as énoncée, il y avait aussi, c'était intéressant, un paysan et des bénévoles par exemple dans des associations caritatives. Mais elle disparaît en fait petit à petit au profit de portraits vraiment saisissants et très émouvants de personnes parfois en galère, plus ou moins cabossés par la vie, qui tâchent de faire comme ils peuvent pour s'en sortir, et j'ai trouvé ça intéressant, qui articulent souvent très bien leurs difficultés et leur désir de reconnaissance, très loin des profiteurs fainéants vilipendés par notre snobinard de porte-flingue de la télé Bolloré. Alors, la mise en scène finale, moi j'ai trouvé très intéressante. Oui, mais ouais, quand même, parce que elle m'a, disons que, alors, sans dire trop, elle m'a évoqué un passage similaire dans le film sorti il y a quelques mois, Les Petites Mains, qui mettait en fiction la lutte réelle passée des femmes de chambre dans un grand hôtel parisien. On y voyait une scène équivalente de faux défilés de mode par les grévistes durant la vraie Fashion Week. Alors, avec ce que Ruffin a mis dans son film et ça, dans les deux cas, ce qui est fort, c'est que davantage qu'une satire des cérémoniaux pour nantis et premiers de cordée, c'est surtout la mise en scène de moments joyeux, je trouve, de réappropriation d'une fierté déniée. Ça m'a aussi évoqué le titre d'un film de Ken Loach, autre réalisateur socialement engagé, qui imageait tout à fait ça, le titre, il s'agit de Bread and Roses, titre tiré d'un slogan d'un mouvement de lutte ouvrière anglaise et qui signifie en gros, bon d'accord, on veut bosser... C'était aux États-Unis. Ouais, je crois. C'était aux États-Unis. Le mouvement de grève, oui. On veut bosser pour gagner notre pain, mais ça suffit pas. On veut aussi des honneurs ou du moins de la reconnaissance. Et aussi du temps pour faire la fête, c'est-à-dire qu'on veut des roses aussi. Et il y a un peu cet aspect-là. Alors, lors du débat très intéressant qui a suivi la projection, alors, on l'a pas dit, c'est dans le cadre de l'Unipop du genre Eustache, je sais plus. Et c'était diffusé également dans 30 autres oui, salles. Oui. Et j'ai vu qu'après, le film a été présenté à Sarlat, où là aussi, j'ai lu qu'il y avait eu plus de 700 spectateurs qui étaient présents lors de la diffusion donc de ce film Au boulot. Alors, j'aurais pu questionner François Ruffin et son acolyte sur un point, mais j'y ai pensé trop tard. Le point en question, j'ai trouvé moi que c'était un point aveugle du film, c'est-à-dire un sujet qui n'est jamais abordé par aucun des protagonistes, côté documentariste comme côté documenté. On est souvent dans le Nord, territoire d'un fort électorat populaire d'extrême droite. Et je peux supposer qu'une partie non négligeable des gens qu'on nous montre font partie de cet électorat. J'aurais aimé savoir pourquoi le politique Ruffin a zappé cet aspect éminemment délicat et vrai problème pour la gauche française. Pourquoi, au lieu de prendre le riche ou le nanti comme responsable de ces maux, le prolétaire invisible ou exploité prend-il souvent plus pauvre et moins blanc que lui comme bouc émissaire? Je pense que Ruffin, très adroit dans son discours, mais en même temps très sincère, aurait sans doute botté en touche en disant que ce n'était pas le sujet de son travail. Voilà, donc c'était pour le film Au boulot. Et Au boulot, tu vas y être encore pour nous parler. Alors, je l'ai pas vu, moi, on peut appeler ça un biopic. Oui. C'est Aznavour, et même c'est Monsieur Aznavour. C'est ça, Monsieur, tout est dans le monsieur, en fait. J'avais décidé de pas en parler, mais finalement, j'en cause, même si je fais grincer quelques dentiers. Alors, les biopics, raccourcis pour Biographic Picture,
appliqué aux icônes de la musique. C'est un genre... Il parle bien, hein. Biographic picture. C'est un genre cinématographique en soi. Et ça ne fait pas toujours de bons films. C'est souvent soit rempli de dévotion, des exercices hagiographiques en général adoubés, voire supervisés par les artistes eux-mêmes, leur famille ou les ayants droit, où on ne parle guère des choses qui fâchent. Ou alors au contraire, ça donne des mélos où on s'appesantit sur la vie intime plus ou moins romancée au glauque de la star, au détriment de son parcours artistique. Spécialité largement anglo-saxonne, hein. On a eu récemment des biofilmés de Freddie Mercury, Elton John, moi j'avais adoré le Rocketman flamboyant, Tina Turner, Billie Holiday, Elvis, Aretha Franklin, Bob Marley, Amy Winehouse, avec plus ou moins de bonheur. Et Céline avec Ali. Et oui, justement, je vais en parler. Évidemment, quand on aime l'artiste, dont la biographie est retracée de façon plus ou moins arrangée, édulcorée ou exagérée, on a envie de s'y précipiter, et la déception est parfois à la hauteur des attentes. Côté vedette francophone, à côté de l'AC académique, mais bien faite, La Môme, tu te souviens d'Olivier Dahan, ou Clo-Clo, ou Dalida. Ou Podium aussi. On peut louer l'originalité de perles décalées qui subliment leur sujet, comme le Barbara de Mathieu Amalric, oui, ou Gainsbourg, Une vie héroïque de Johannes Farr, et aussi Aline, biopic déguisé de et avec Valérie Mercier. Alors, avec le monsieur devant Aznavour, le ton de déférence du film est donné, hein. On soupçonne bien qu'on aura affaire à un exercice d'admiration respectueux, sans réel point de vue personnel de la part du duo de réalisateurs fans. Il s'agit de Fabien Marceau, autrement dit Grand Corps Malade, et Mehdi Idir. Moi, je connais pas leur travail filmique précédent, hein. J'en ai entendu parler. Ils ont 2 longs métrages ensemble. C'est Patient et La vie scolaire, mais j'ai pas vu. Et on soupçonne juste. Donc la vie de notre héros, bourreau de travail, parti de pas grand-chose pour arriver au sommet, est déroulé en détail, en gros des années 40 aux années 80, peut-être 90, rythmé par un amoncellement d'événements liés à sa rage d'arriver à tout prix en haut de l'affiche, et un florilège de chansons emblématiques, bien sûr. On y voit des gens qu'il a côtoyés durant sa carrière, de son comparse des débuts au musical Pierre Roche, interprété par le toujours très bon Sébastien Bouillon, à la vampirique Piaf, bien sûr, hein, en passant par Trenet, Beko, Hallyday, Sinatra ou Sammy Davis, qui sont rapidement incarnés dans le film. On a un côté accumulation, hein, durant ces 2h15, et de mon côté, moi, j'ai trouvé l'émotion rare, voire absente, et il y a une raison principale à ça, je vous la donne. L'Aznavour de fiction est interprété adulte par Tahar Rahim. Acteur doué dont on connaît le côté caméléon, il dit avoir visionné des dizaines d'heures d'images de son modèle pour vouloir l'imiter à la perfection. Silhouette, visage, posture, intonation, jeu de scène, jusqu'à la voix, puisque c'est l'acteur qui chante. Sacrée performance en effet. Mais cet exercice de mimétisme poussé à l'extrême finit par déranger. Enfin moi ça m'a provoqué un certain malaise. C'est gênant parce qu'on sait que c'est jamais vraiment l'original, bien sûr. On voit un sosie, et cette gêne que provoquent les sosies, moi je l'ai ressenti, hein. J'ai même eu parfois la désagréable impression d'assister à du morphing électronique entre le visage de l'acteur et son modèle. Je sais pas s'ils sont allés jusque-là, ou même si des postiches ont été utilisés, mais l'effet factice est bien là. Et le film se tire un peu une balle dans le pied, puisqu'il se termine par des extraits documentaires avec des images du vrai Aznavour pendant sa période d'engagement humanitaire pour l'Arménie. Alors ces moments de réalité qui se glissent dans un récit fictif, habitude de plus en plus courante, hein, qu'on déplore, enfin que je déplore, hein, arrivent comme supplétifs, sorte de béquille à la fiction, mais en fait ça la tue. Ou du moins ça la dévalue à mon sens, hein. La carrière de l'artiste au cinéma est un peu zappée, c'est dommage, hein, parce que j'ai regardé, il a eu rarement des grands rôles, mais il a tourné avec une paillassée, comme on dit, de metteur en scène français. D'ailleurs, actuellement, il est ressorti ou va ressortir Tiré sur le pianiste. Ouais, Truffaut. Le film de Truffaut. Et Mocky, Truffaut, Caillade, Verneuil, Duvivier, Lelouch, Chabrol, etc., etc. Bon, on l'a compris, le mythe du modeste artiste arrivant à force de talent et de persuasion
au statut de star internationale humaniste n'est pas écorné. Mais on peut remarquer que certaines fausses notes de son parcours, pas que musical, sont négligées. Son parcours fiscal, par exemple. Aucune trace dans ce biopic de ses démêlés, j'allais dire de ses emmerdes, avec le fisc français, pendant 40 ans, avec l'optimisation pas trop dans les clous de sa fortune en Suisse et au Luxembourg, fait pour lequel il a d'ailleurs été condamné par la justice. Bon, ça aurait fait tâche, évidemment. Et c'est pas le sujet, me direz-vous. Et puis on pardonne tout aux morts célèbres qui portent loin la fierté française et le caritatif médiatique. Bon, je me suis pas ennuyé et j'ai même appris des choses sur ses débuts et sur la vie personnelle de Charles Aznavourian. Et puis il y a les chansons évidemment immortelles, dont certaines sont très très bien mises en scène. On a droit à un best-of, mais le tout est finalement desservi par le côté performance de l'interprète principal. Question hommage, pour les 100 ans de la naissance de l'artiste, le film sort opportunément autour de cette date anniversaire. Un très bon documentaire truffé d'images d'archives, je pense que ça doit exister, fait tout aussi bien l'affaire à mon avis, notamment pour les plus jeunes qui le découvriraient. Bon, le film marche bien et devrait marcher bien à l'étranger aussi, donc mon avis n'a que peu d'importance. Il y manque quand même la chanson la plus drôle d'Aznavour, alors sans doute au second degré, le très misogyne « Tu te laisses aller », j'aurais bien aimé. J'aime bien aussi la séréaque « Les plaisirs démodés » qui n'y est pas non plus. À signaler pour terminer, un biopic d'Hallyday est dans les cartons, avec Raphaël Quenard dans le rôle titre « Paraît-il ». J'ai peur. Alors, remarque, je compte pas parmi les fans de Jodie, donc peu me chaud.
Oui, j'étais en train de dire qu'on allait peut-être baisser la musique. Le morceau est un petit peu long. Ouais. Tu nous en dis un petit peu plus? Ouais, c'est le morceau qu'on entend au générique de fin, Enflammé de l'amour ouf de Gilles Lelouch, succès du moment, dont on n'a toujours pas parlé, Patrick, mais ça viendra peut-être, tellement de gens en parlent qu'après tout, on n'aura peut-être plus rien à dire. Urgent, ça s'appelle, tube de Rock FM datant de 81, du groupe américain Foreigner, mené par le guitariste Mick Jones. Et en fait, ce Mick Jones, j'ai regardé, il a officié à ses débuts pour Hallyday pendant 10 ans quand même, de 65 à 74. Alors, titre imparable, déjà utilisé d'ailleurs au cinéma. Je l'ai entendu dans Recherche Suzanne désespérément, en 85, avec Madonna et Rosanna Arquette. Maintenant, on va faire un tour dans un tribunal encore, je crois. Oui, là on va retrouver un homme qui est désigné, comme ça existe aux États-Unis et un peu partout dans le monde, il est désigné pour être juré. Alors juré à un procès d'un homme qui est accusé de meurtre et ce juré va découvrir qu'il est peut-être à l'origine de cet acte criminel. Alors, que va-t-il faire, un problème de conscience, se protéger ou se livrer? Voilà le résumé, le pitch du dernier film de Clint Eastwood, réalisateur, j'ai été regarder, qui est quasiment rendu à 45 films depuis Un frisson dans la nuit, des choses comme ça. Et aussi, même l'inspecteur Harry, il a fait le numéro 3 ou 4 d'inspecteur Harry. Et sans compter les films où il est devant la caméra. D'ailleurs, dans ces films, il est souvent devant et derrière, mais pas celui-là. Non, pas celui-là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 60, un film avec un sujet similaire avait été tourné. C'était tourné par George Lautner. Et le film, c'était Le 7e juré. Ah ouais. Film dans lequel on retrouvait, je m'en souviens, Bernard Blier, qui, ayant tué sa femme, se retrouvait juré du procès où forcément c'est un innocent qui est accusé. Alors, aux États-Unis, on nous le rappelle bien dans le film, le verdict d'un juré populaire doit être donné à l'unanimité des jurés. Et là, dès que je rappelle ça, nous reviennent aussi des images d'un film en noir et blanc où on retrouvait Henry Fonda qui se battait pour que ce soit pas traité en quelques minutes le sort d'un jeune accusé peut-être innocent. C'était bien sûr 12 hommes en colère de Sidney Lumet qui avait été tourné lui un petit peu avant en 1957. Mais revenons à ce deuxième juré, donc énième film de procès, alors avec les joutes musclées, un classique qu'on retrouve là, la procureure est une procureure, donc forcément à charge, et là un avocat commis d'office, et qui tous les deux, on les voit, tentent de convaincre un jury. D'ailleurs, il y a un montage qui est assez intéressant lors du moment des plaidoiries, c'est-à-dire qu'il y en a un qui dit, il y a une image qui dit oui, il est forcément coupable, l'autre il est forcément innocent. Donc on a vraiment juxtaposé, il s'est amusé à imbriquer les scènes plutôt que d'avoir les deux plaidoyers qui se suivent là. Il imbrique les plaidoyers, et c'est intéressant pour vraiment nous montrer deux positions complètement différentes, puisque le seul but du procureur comme de l'avocat, bien sûr, c'est pour l'un que l'accusé soit condamné, et pour l'autre qu'il soit innocenté. Alors, on entend, il y a que dans ces films-là, on l'entend plusieurs fois, les objections à votre honneur. Votre honneur, ça on l'entend en permanence. J'ai même vu, je crois qu'il y a des gens qui, ayant tellement vu de films de procès, lorsqu'ils se retrouvent dans un tribunal en France, en parlant au président, ils parlent de votre honneur, ce à quoi il répond, appelez-moi monsieur le président, ça suffit. Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a poussé Clint Eastwood à nous refaire un film de procès. Est-ce pour renouveler un peu le genre? On peut dire que de ce côté-là, c'est d'une facture plutôt très, très classique. Mais ce qui a été intéressant dans le film, c'est qu'il pose quand même des questions. Il nous interroge aussi quand même sur ce système judiciaire où, c'est dit au début, il est parfois plus intéressant de plaider coupable
et de trouver un arrangement plutôt que d'aller au procès. Même si un innocent sait qu'il est innocent, à la limite, si son dossier est vraiment mal foutu, mais il a peut-être intérêt à dire je suis coupable, simplement dans un problème d'économie, de rentabilité de procès. Il nous montre aussi, ça c'est assez intéressant dans le film, c'est comment un juré doit juger, donner son avis uniquement sur des faits, et d'ailleurs ne pas chercher à poursuivre l'enquête, s'il trouve qu'il y a quelque chose qui a été mal fait. C'est pas son rôle, on lui expose des faits, et avec ces faits, il doit se forger une opinion. Et dans cette opinion, bien évidemment, on lui demande d'enlever tout ce qui peut être émotion. Si c'est le meurtre d'un enfant, il faut pas que lui se dise « Ah, si c'était mon enfant, etc. » Il ne doit juger que les faits. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Il y a aussi, on le retrouve souvent dans le cinéma américain, cette volonté, c'est ce qui les sur quoi souvent ils reviennent, c'est la rédemption. Est-ce qu'un homme peut changer? Est-ce que le droit à l'oubli existe finalement? Quelqu'un qui a été alcoolique, est-ce qu'il restera alcoolique même si ça fait 10 ans qu'il n'a plus touché une goutte d'alcool? Alors, la rédemption, c'est souvent les thèmes des films de Clint Eastwood. Oui, ça on sent que il y a ça aussi un peu dans les films de Woody Allen, le côté coupable, innocent, on se souvient de Match Point, Crime et machin là. C'est film plus à la fin. Plutôt que les comédies ou les films sérieux, on va dire. Alors, il met aussi en lumière ce qu'on pourrait appeler presque un jeu qui existe entre la procureure et l'avocat. Et là, c'est peut-être pour moi un des points faibles du film. J'ai eu de la difficulté à croire que la procureure puisse rencontrer l'avocat en dehors du procès et aller boire un coup ensemble. Voilà, autant je peux comprendre que deux joueurs de tennis se battent sur le terrain et après puissent aller boire un coup, ça peut être aussi le cas de la troisième mi-temps. Là, j'avais un petit peu de difficulté. J'ai aussi petite difficulté avec le fait, justement, encore sur cette procureure, qui, parallèlement à son métier de procureur, est dans une séquence pour être élu procureur général de l'État, et donc, bien évidemment, elle va être intransigeante, elle montre là qu'elle est pour l'ordre, etc., etc. Donc il y a de la politique aussi. Voilà, il y a de la politique, ça m'a un petit peu gêné. L'interprétation aussi du personnage central de ce juré numéro 2, c'est Nicolas Hoult, un Anglais. C'est pas parce qu'il est un Anglais que j'en parle, mais c'est parce que j'ai trouvé son jeu un peu prévisible et il nous montre souvent des émotions et on le voit souvent je veux dire franchement, je le vois un peu trop larmoyé. Il y a une apparition intéressante, c'est celle de J.K. Simpson. Alors, J.K. Simpson, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais si je vous dis un professeur féroce, intraitable dans un film, où on avait un certain Andrew qui rêvait d'être un des meilleurs batteurs de jazz, et le film c'était bien sûr Whiplash. On a aussi Kiefer Sutherland qui fait partie qui est là aussi. Il joue le rôle de l'avocat, mais l'avocat du juré, parce qu'à un moment donné le juré va voir son avocat pour lui demander conseil. En fait, le rôle de Sutherland sert simplement à expliquer un petit peu quelque chose. Donc il est très court, on a besoin de lui pendant 5 minutes. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu ridicule de faire venir... C'est le Kiefer Sutherland de 24 heures chrono? Oui, c'est lui, oui, c'est ça. Alors, je l'ai déjà dit, dans la forme, tout est très classique, photo, montage, son, tout est très très bien ficelé. Vous allez me dire, est-ce que c'est un problème? Bon, pour moi, non. Quand on a quand même une intrigue qui tient jusqu'au bout, on a des rebondissements vraiment auxquels on s'attend pas forcément. Ça nous change de tous ces scénarios où tout est attendu, prévisible et aussi inintéressant. Là, les presque 2 heures passent sans qu'à aucun moment... Et ça m'arrive, j'ai eu envie de regarder ma montre. Là, j'ai pas regardé ma montre. C'est bien. C'est bien, hein. Alors, c'est classique. Moi, du classique comme ça, j'en veux bien encore. Bon, Clint, encore un film? Encore un autre? Ça,
on verra. Tu me donnes presque envie de le voir. Hein. Oui, non, moi je trouve que c'est un film intéressant à voir. Tant mieux si ce dernier opus du vieux Clint est regardable. S'il se termine comme ça, bon. Enfin, je veux dire, pas que lui termine, mais s'il termine sa filmographie comme ça, oui, moi je dirais que c'est bien. Le précédent de 2021, qui s'appelait Cry Macho, il faisait chant du cygne, mais rempli de couacs. Hein. Alors, on va changer... Alors, je sais pas du tout, j'ai vu que le film annonce une certaine substance. N'y va pas, Patrick. Ah oui. C'est du Cronenberg ou un truc comme ça? Tout à fait. Bon, j'explique un peu. The Substance. Alors, pour changer des feel-good movies, des biopics, des drames sociaux ou politiques... T'as été voir un truc bien pourri. Ouais. Non. Ou des films gentils pour enfants sages, type MacPat et le chat chanteur, on peut être tenté par une expérience de science-fiction gore. C'est le cas avec The Substance, qui est en fait ce qu'on appelle un body horror movie. Il fait la grimace, Patrick. C'est-à-dire un sous-genre de film qui fait peur, montrant graphiquement des transformations corporelles, en général pas très ragoûtantes. Un des spécialistes du sujet, c'est David Cronenberg, qui aborde souvent ça dans ses films. Par exemple, dans les plus anciens, La Mouche, Crash, Existence, ou dans son dernier, Les Crimes du futur, où les mutations des organes sont utilisées pour des performances d'art contemporain, carrément. Alors, qu'est-ce donc que cette fameuse substance du titre ? Un élixir de jouvence sophistiqué qu'une ex-icône hollywoodienne, star du fitness télévisuel mise sur la touche, va tester. Mais dont la procédure d'utilisation est complexe. Je n'en dis rien, ça vaut le coup de la découvrir. Et si on la respecte pas, gare aux effets secondaires. On s'en doute, c'est ce qui va arriver. Donc de la chirurgie esthétique de pointe, vendue sous le manteau, qui va déraper. En fait, ce produit vert fluo, il stimule les divisions cellulaires. C'est superbement montré par certaines images étonnantes, entre autres dans les premières minutes du film. Mais on sait que la prolifération cellulaire mal maîtrisée, ça fait des dégâts au corps, ça s'appelle un cancer. J'y ai pensé après, finalement, ce récit avec vernis scientifique, il peut être vu comme une métaphore kitsch et horrifique sur le cancer. Bon, c'est osé, mais pourquoi pas. Métaphore aussi sur la schizophrénie avec une dualité problématique d'un même personnage. Énormément d'effets visuels, ça n'arrête pas. Utilisation de fish eyes, par exemple, c'est-à-dire d'objectifs déformant l'image, décors et personnages. De nombreux très gros plans, vus macroscopiques sur les détails, de visages souvent, et aussi parfois quelques zigouigouis psychédéliques du plus bel effet. Bref, on en prend plein les yeux. Le film est également truffé de références, voire carrément de citations cinéphiliques qui clignotent comme des camions volés. En plus de Cronenberg, déjà mentionné, on pense un moment au Carré de Brian De Palma, au Brésil de Terry Gilliam et à Kubrick à plusieurs reprises. Shining est cité explicitement par un décor et gros clin d'œil musical à 2001, le lycée de l'espace. Alors avec un récit se moquant de la trash télé américaine, taclant les célébrités de pacotille et le culte de la beauté stéréotypée et le commerce qui va avec, on peut penser que cette histoire émane d'un cinéaste américain. Eh bien non. On a à la manœuvre une réalisatrice et scénariste française. Elle s'appelle Coralie Farja et elle a mis le paquet pour ce film de genre. C'est son deuxième. Le premier s'appelait Revenge de 2017, un scénario de vengeance radicale déjà et sanglant. Du coup, autre référence à laquelle j'ai pensé, il y en a plein dans ce film, je trouve que c'est un des plaisirs du film d'ailleurs. Mais française celle-là, Julia Ducournau, avec son film Titane, Palme d'or mal aimé de Cannes en 2021, film qui n'hésitait pas non plus dans la provocation visuelle corporelle. Un mot sur les interprètes, avec Demi Moore, tu te souviens de Demi Moore, sexe symbole hollywoodienne des années 90, qui joue le rôle d'une star de télé sur le déclin, voulant à tout prix rester sur le devant de la scène. Il y a évidemment une mise en abîme,
puisque c'est un peu le cas de cette actrice, hein. Avec ce rôle cruel, les feux des projecteurs sont de nouveau sur elle après cette période de relatif oubli médiatique, hein, et elle nous fait une performance assez hallucinée d'auto-flagellation qui va loin. À 61 ans dans la vraie vie, le film joue sur son statut réel et elle donne vraiment de son corps et de son visage. Et c'est impressionnant vraiment, hein. La petite actrice qui joue son double jeune, nunuche, auto-satisfaite de sa beauté, elle en impose aussi. Je l'avais pas trop repéré avant, son nom c'est Margaret Qualley. On l'a vu dans le dernier Tarantino et dans les 2 films de Yorgos Lanthimos, Pauvre créature et Kinds of Kindness, aux côtés d'Emma Stone. Au passage, et elle est fille de Andy McDowell. Andy McDowell, népotisme encore et encore. Alors on a aussi Dennis Quaid. Alors lui il semble s'être bien amusé à nous faire un numéro de producteur télé bien chargé au-delà de la caricature. Pardon. Alors on peut s'étonner que le scénario de The Substance ait été couronné d'un prix à Cannes en mai dernier, car autant le début du récit est original et bien construit, avec des éléments intrigants mis petit à petit en place, autant il vire à mi-parcours au grand n'importe quoi, une sorte de maelstrom grand guignolesque, paroxystique, qui ne tient guère debout. Mystère des décisions de jury. Et puis, cette histoire de star déchue dans l'étoile pâlie sur Hollywood Boulevard. Alors, c'est au propre, magnifiquement montré dans 2 scènes qui encadrent le film, hein, et elle s'accroche coûte que coûte. Et puis, une petite nouvelle qui veut prendre la place, ben, c'est vu et revu, hein, quand même, hein. Boulevard du crépuscule de Billy Wilder ou Ève de Mankiewicz, tous 2 de 1950, c'était déjà ça, mais en moins sanguinolent quand même, hein. Alors pour conclure, un film qui pousse le bouchon si loin, sans peur du ridicule, qui surenchérit sur ses excès formels et narratifs, truffé d'images marquantes, voire tétanisantes, d'effets de caméra à donner le tournis et de citations cinématographiques à l'appel, ça dépote et ça laisse pas indifférent. Alors, certains trouveront ça fun et jouissif, et d'autres, plus sensibles, risquent de vomir sur la nuque du spectateur de devant. Je suis définitivement de la première catégorie devant ce Substance qui s'apparente finalement à une relecture un peu trash-gore du portrait de Dorian Gray. Patrick, je crois pas que ce soit pour toi. Il y a par exemple une scène avec des dents que tu ne supporterais sans doute pas. Pourtant, j'essaie de te le vendre, hein. Kubrick, De Palma, Terry Gilliam, je sais que ce sont des références à toi, mais je te déconseille quand même d'y aller. Je pourrais peut-être y aller, mais au premier rang pour éviter... Song from days of yore.
Et est-ce que tu pourrais trouver des morceaux un peu plus courts? Eh oui, donc on est obligé de les écouter un peu, c'est dommage d'écouter ce A Girl Like You, tube immarcessible d'Edwin Collins en 94, entendu à l'autoradio du personnage de Jay. Qui c'est Jay? C'est un chauffeur de taxi à Tokyo, joué par Romain Duris, à la recherche de sa fille dans le film Une part manquante, dont on va parler tout à l'heure. Dont tu vas parler tout à l'heure. Oui. Oui, parce que d'abord, c'est moi qui cause. Et je vous parle de quoi? Je vous parle d'une vallée, une vallée particulière, puisque c'est la vallée des fous. Et cette vallée donne le titre du dernier film de Xavier Beauvois, qui m'avait peu convaincu lors de son film précédent, c'était l'Albatros. Alors là, la vallée des fous, en fait, c'est l'autre nom de Port-la-Forêt, qu'on considère un peu comme étant la Mecque des navigateurs. Tous les plus grands se sont entraînés dans cette région, que ce soit Éric Tabarly jusqu'à Jean Lecam, Vincent Rioux ou Michel Desjoyaux. Et donc, ces fous, ce sont ceux qui, un jour, décident de partir seuls pour affronter les 40e rugissants à bord de leur beau bateau. Le point de mer, le point de vue, enfin, je vais y arriver. Voilà, j'ai de la difficulté à relire mes notes. On retrouve là dans ce film un Jean-Paul qui est passionné de voile, mais qui traverse on peut vraiment le dire, une passe difficile. Il accumule les dettes et s'éloigne des siens. Et bon, il est décidé quand même à reprendre un peu sa vie en main. Et il va s'inscrire à quelque chose que je connaissais pas, qui s'appelle Virtual Regatta. C'est la course virtuelle du Vendée Globe. Et là, il va se mettre dans les conditions d'un vrai skipper, puisqu'il va s'isoler, mais il va s'isoler d'une façon quand même assez originale, puisqu'il va se mettre dans son bateau, et son bateau, il est même pas à quai, il est dans son jardin. Alors quand je dis que c'est une période difficile qu'il est en train de vivre, parce que les difficultés financières que j'ai évoquées, c'est celle de son restaurant. Restaurant qui n'a pas su faire évoluer. Un restaurant qui est vraiment proche de la faillite. Il a aussi des soucis avec son fils qui certainement peut-être était lassé d'un père toujours, d'un père alcoolique déjà, et puis d'un père qui n'avançait plus. On retrouve, il y a la seule personne à qui on peut s'arrimer, ce seul point d'attache peut-être, c'est le Pierre Richard qui joue le grand-père et qui est là quand même, comme je le dis, vraiment comme la dernière bouée existant dans ce monde. Alors la course va être virtuelle, mais on va suivre une véritable aventure, puisque on va avoir des moments forts, même en restant dans son jardin, les moments où il passe où il va passer le Cap Horn sera un moment important, puisque en même temps, et c'est ça aussi qui est marrant dans ce film, c'est qu'il a parallélisé les choses, c'est aussi le début de la réconciliation avec son fils. Donc on passe le Cap Horn, on passe un cap. Bon, là c'est peut-être un peu facile, mais bon, c'est assez... Métaphore lourde. Oui, mais c'est assez bien foutu. Alors, ce film, cette traversée virtuelle sera réelle pour un point bien précis. Ça va être un sevrage, puisque ça va être un sevrage de l'alcool. Et c'est un sevrage, sevrage de l'alcool, mais sevrage aussi, du passé, faire table rase. Alors ce sevrage, il y a une scène qui est assez, pas drôle, mais qui est une évocation d'un film où, si je vous dis où il y avait un Yves Montand qui se battait contre les habitants du placard, eh bien c'était dans le film Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, ou dans une scène de délirium très mince. Mais Xavier Beauvois n'a pas vraiment voulu le reconnaître quand on lui a posé la question, il a éludé. Oui, il a dit que c'était quelque chose de connu, que lorsqu'on avait du délirium très mince, tout le monde voyait forcément des serpents. Mais tout le monde le filme pas. Oui, mais toi, t'en as vu aussi des... Bon. Alors, la vallée des fous, on en a beaucoup, c'est encore un feel-good movie. Donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a des chances que ça se termine pas mal. Alors,
forcément, quand même, dans un feel-good movie, il y a des hauts, il y a des bas. Et comme c'est sur un bateau, je vais pas parler que les ficelles sont grosses comme des cordes, mais j'ai appris qu'on disait pas des cordes sur un bateau. Des bouts. On dit des bouts. Bah oui. Et on dit des bouts parce qu'autrement, ça porte malheur. La corde, c'est ce qui sert à... voilà. Alors, Xavier Beauvois s'est aussi amusé dans le film, puisqu'il interprète de façon assez intéressante un chef de cuisine, lui aussi, il a très particulier. Il a rajouté aussi, on s'est dit tiens, ça fait pas de mal, je vais rajouter un côté écolo dans le film. Donc par exemple, quand le fils veut reprendre le restaurant, eh bien on passe à une carte réduite à 3 plats, signe d'une cuisine locale à base de produits du terroir, à moins de 30 km. D'ailleurs, aussi, il va jusqu'au bout, Xavier Beauvois, puisqu'il l'a dit, le film d'avant, l'Albatros, il l'avait tourné à 3 km de chez lui, celui-là il a tourné à 2 km de chez lui. Donc du cinéma circuit court. Ouais. Bon, Jean-Paul Rouve assure bien le film, il est très bien. Pierre Richard, je l'ai trouvé aussi assez sympathique, et lui il dit j'ai aimé tourner dans ce film, ça lui a rappelé les tournages avec Jacques Rosier. Petit détail pour terminer, musique, Peter Doherty qui signe là sa première musique de film, et le morceau j'ai pas réussi à le trouver parce qu'il n'est pas encore en ligne, mais il était assez intéressant. Il ne s'est pas expliqué que c'était son voisin, oui, Doherty, c'est Xavier Beauvois. Voilà. Ah bah, moi, je peux dire un mot dessus? Dis un mot, mais essaye de dire qu'un mot. Bon, les courses de voile, Vendée Globe et autres routes du Rhum, ça me passionne pas du tout. Alors, suivre en virtuel, à fixer un écran d'ordi montrant des images génériques de bateaux fendant des vagues digitales, comme on le voit dans le film, bof. Xavier Beauvois est quand même arrivé à m'intéresser un peu à cette histoire prétexte et moyennement crédible, faut bien le dire, qui masque finalement 2 sujets principaux. Tu l'as dit, le sevrage d'un alcoolique, d'abord montré de façon quand même âpre et plutôt sombre, et ensuite les rapports filiaux de 3 générations, avec un regard assez juste et tendre sur les protagonistes. Jean-Paul Rouve, dans son personnage à la trajectoire rédemptrice, il y a encore une rédemption, il est bien, j'avoue, et Pierre Richard dans un rôle un peu à contre-emploi, où il n'en fait pas trop, c'est bien. Mention à la très jeune actrice qui joue le personnage de la petite fille, compréhensive et qui prend sur elle, je l'ai trouvé très bien. Je déplore quand même l'intervention de quelques vrais voileux dans le film. Je trouve qu'ils jouent très mal leur partition dans la fiction. Et du même tonneau, la litanie finale des cadors du Vendée Globe, enfin, paraît-il, moi je les connais pas, mais il me semble qu'il manquait Tabarly ou de Kersozon, elle m'a paru superflue. Ce sont tous des mecs exclusivement français. Et ce côté mâle, franchouillard, sabrant systématiquement le champagne à l'arrivée, moi ça m'a un peu énervé, je dois dire. Il faudrait pas que tu ailles te balader dans un port, toi. Alors pour terminer, quand même, je voudrais faire remarquer et déplorer aussi que La Vallée des Fous, qui sort pile poil au moment du lancement du Vendée Globe mi-novembre, est quand même une gigantesque pub promotionnelle. Non, c'est un hasard. Non. Pour le jeu en ligne Virtual Regatta. J'ai regardé sur Internet, il se présente comme, je cite, le leader mondial de l'e-sailing. 30 € l'inscription à la course virtuelle, plus des packs d'aide en supplément. Bref, ça sent un plein nez le placement de produits discutable. Oui. Et toi, tu as une part manquante. Ah oui, une part manquante. Découvert au festival de Moulins dans l'Allier il y a quelques semaines, avec d'autres bonnes surprises. Et au moment où je parle, en salle seulement dans une semaine, le 13 novembre. Alors cette part qui manque dans la vie du personnage principal, c'est sa fille adolescente qu'il n'a pas revue depuis toute petite et qu'il recherche en vain. Ce personnage, c'est Jay, un Français parcourant au volant d'une voiture les rues de Tokyo, puisqu'il est employé par une grande boîte de taxi. On le voit au début prendre ses dispositions pour rentrer en France, après avoir vécu longtemps là-bas, et on apprend qu'il est séparé de sa femme japonaise, qui a la garde non partagée de leur fille Lily. Et en remplaçant un collègue pour une course, un événement inattendu va bouleverser ses plans de retour. Alors, le sujet sensible et réel du film, c'est le problème de la garde des enfants binationaux, nés de couples mixtes au Japon, quand il y a séparation, et pour lequel le parent étranger a très peu de droits
pas même celui de visite. Et si par malheur le divorce est prononcé, les quelques marges de manœuvre légales possibles pour le parent non japonais disparaissent complètement. C'est une réalité dans ce pays, d'ailleurs en contradiction avec le droit international. C'est un sujet diplomatique sensible qui concerne de nombreux citoyens de par le monde. Je ne sais pas pourquoi le réalisateur franco-belge s'appelle Guillaume Sonez, et c'est son 3e long métrage. Je ne sais pas pourquoi il a choisi de fictionner ce thème spécifique, peut-être parce que ça concerne un cas personnel. En tout cas, son précédent, qui s'appelait Nos batailles, récipiendaire de plusieurs Magritte en 2019. Les Magritte, c'est les Césars belges. Il abordait aussi des problématiques familiales de garde d'enfants. Alors, c'était déjà avec Romain Duris, comme Une part manquante, qui repose en grande partie sur les épaules de cet acteur. Alors, toujours impeccable, quoi qu'il joue. Moi, je le trouvais énervant, celui-là, parce que toutes les filles se pâment devant son soi-disant charme. Pas toi? Non. En tout cas, en taximan solitaire et désemparé, il est tout à fait crédible et il a l'air très bien de maîtriser le japonais, puisque tous les locaux le comprennent. Par contre, le personnage de sa sœur, ou je sais plus si c'est une amie, je sais plus trop, dans la même situation familiale problématique que lui, m'a paru moins intéressant et fait un peu une diversion inutile. C'est l'actrice Judith Shemla qui l'interprète. Le film se double d'un aspect presque sociologique sur la société japonaise, qui paraît toujours exotique pour qui ne la connaît pas, ce qui est mon cas, avec par petites touches l'étude des rapports humains, sociaux et professionnels là-bas, en nous montrant aussi certaines traditions locales, avec des scènes presque documentaires très intéressantes, les bains publics, une curieuse scène de pêche partagée par exemple. On retrouve par là un peu l'esprit du superbe A Perfect Day de Wim Wenders l'an dernier, qui me faisait découvrir un Japon inconnu. Si on ajoute à ça une bande musicale réjouissante, dont on passe aujourd'hui quelques extraits, ça nous donne un bon moment de cinéma, original dans le paysage des films francophones, ne serait-ce qu'à cause de la délocalisation du récit. L'objet n'est pas vraiment réussi à 100%, sans doute à cause d'éléments du scénario parfois bancals, qui enlèvent de la crédibilité à l'histoire racontée, et un final que j'ai trouvé un peu expéditif. En tout cas, les fans de Duris seront satisfaits. Pour illustrer Une part manquante, film sur la paternité contrariée, Patrick voulait chanter « Les juges et les lois, ça me fait pas peur, c'est mon fils ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille haut », mais il ne le fera pas par égard aux éditeurs. C'est la fin de notre émission, oui, c'est la fin. Donc on n'a pas le temps de vous passer une deuxième couche, mais retrouvez-nous, retrouvez tous nos podcasts sur www.l'instantciné.fr. Vous trouverez Miséricorde, Fario sur un fil, The Apprentice, 3 km, qu'on vient à l'automne, etc. Et puis, comme il est temps de se dire au revoir, on vous rappelle que ce qu'on voulait traiter, c'est-à-dire le festival, ce sera évidemment dans le bonus de cette émission sur notre podcast l'instantciné.fr. À bientôt. À bientôt.